Cette petite fille me suit dans le métro chaque soir. Personne ne la voit. Hier soir, elle m'a chuchoté son nom à l'oreille. Et maintenant mes mains portent la même froideur que sa peau. Ce matin, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de reflet dans mon miroir de salle de bain. Tout avait commencé par un détail insignifiant, comme souvent, le mercredi soir, vers 23 heures, à la station République. La pluie tambourinait contre les verrières du métro parisien, et l'air confiné sentait cette odeur particulière de béton mouillé et d'humanité pressée. Je descendis les marches recouvertes de carrelage blanc, mes pas résonnant dans la semi-pénombre des néons fatigués. Elle était là, debout près du distributeur de tickets hors service, une fillette d'une dizaine d'années, vêtue d'une robe blanche délavée qui avait dû être jolie autrefois. Ses cheveux noirs tombaient en mèches raides autour d'un visage d'une pâleur de porcelaine. Mais c'étaient ses yeux qui attiraient l'attention, d'un bleu si profond qu'il semblait absorber la lumière plutôt que la refléter. Je ne lui accordais qu'un regard distrait. Paris regorge d'enfants abandonnés, de familles en détresse, de situations qu'il vaut mieux ne pas voir quand on rentre tard du travail. Ma conscience sociale avait été usée par des années de trajets quotidiens dans les transports en commun. Le métro de la ligne 3 arriva dans un grincement de frein et un souffle d'air chaud. Les portes s'ouvrirent en sifflant, libérant une poignée de voyageurs nocturnes, employés de nettoyage, infirmières de nuit, quelques fêtards attardés. Je montais dans le wagon presque vide, cherchant machinalement un siège près des fenêtres. Quand je me retournai, elle était assise en face de moi, exactement en face. Ses petites mains gantées de blanc reposaient sagement sur ses genoux. Et ce sourire étroit et presque imperceptible, qui ne touchait pas ses yeux. Comment avait-elle pu monter si vite? Je n'avais entendu aucun bruit de pas, aucun frottement de tissu contre les sièges en plastique rouge. Le train s'ébranla avec ce mouvement familier de balancement. Les lumières du tunnel défilaient derrière les vitres dans un stroboscope hypnotique. Entre nous, l'air semblait plus dense, plus froid. Mon souffle se condensait légèrement, alors que la température dans les wagons était habituellement étouffante. Elle ne clignait pas des yeux, pas une fois. Son regard restait fixé sur moi, avec une intensité dérangeante. J'essayais de détourner les yeux, de consulter mon téléphone, de regarder les publicités collées au-dessus des fenêtres. Mais invariablement, mon regard revenait vers elle. À la station suivante, Père-Lachaise, un homme âgé monta et se dirigea directement vers le siège qu'elle occupait. Il s'assit pesamment, sortit un journal froissé et commença à lire. Elle était toujours là, dans le même espace, occupant la même place. Leurs corps se superposaient parfaitement, sans qu'aucun des deux ne semble gêné par la présence de l'autre. Mon cœur se mit à battre plus fort. Mes paumes devinrent moites contre la barre métallique que je serrais. Je fermais les yeux, comptant lentement jusqu'à 10, me répétant que la fatigue et le stress du travail me jouaient des tours. Quand je les rouvris, le vieil homme lisait toujours son journal. Mais elle était maintenant debout, à côté de lui, une main posée sur le dossier de son siège. Elle me regardait toujours, et son sourire s'était légèrement élargi, révélant des dents d'un blanc nacré, parfaitement alignées. Le métro s'arrêta à ma station habituelle. Je me levai précipitamment,
bousculant les quelques autres voyageurs dans ma hâte de sortir. Sur le quai, je me retournai une dernière fois vers le wagon. Elle était debout derrière la vitre, sa petite main appuyée contre le verre. Ses lèvres remuaient silencieusement, articulant des mots que je ne pouvais entendre par-dessus le bruit du train qui repartait. Mais je pus lire distinctement sur ses lèvres « À demain ». Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assis dans mon fauteuil, près de la fenêtre de mon appartement du 10e arrondissement, regardant la ville s'endormir, puis se réveiller. Dans les reflets de la vitre, parfois, je croyais apercevoir son visage pâle qui me souriait. Mais quand je me retournais, il n'y avait que l'obscurité familière de mon salon. Le lendemain soir, malgré mes résolutions de prendre l'autobus ou de marcher, je redescendis dans le métro. Une force inexplicable m'attirait vers les profondeurs souterraines de Paris. Mes jambes bougeaient d'elles-mêmes. Mes pieds connaissaient le chemin par cœur. Elles m'attendaient au même endroit, près du distributeur brisé. Cette fois, elle portait une robe différente, toujours blanche, mais avec des manches longues et un col montant qui lui donnait un air victorien. Ses cheveux étaient tressés en nattes qui tombaient sur ses épaules comme deux cordes noires. « Bonsoir », dit-elle quand je passais près d'elle. Sa voix était celle d'une enfant, mais elle portait un accent que je n'arrivais pas à identifier. Quelque chose d'ancien, de désuet, comme si elle avait appris le français dans des livres d'une autre époque. Je m'arrêtai malgré moi. « Bonsoir », répondis-je, ma voix tremblant légèrement. « Tu me vois », continua-t-elle, et ce n'était pas une question. C'est rare. La plupart des gens regardent à travers moi, comme si j'étais de la fumée. « Qui es-tu » demandai-je bien que je redoute la réponse. Son sourire s'élargit. « Qui je suis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu vois en moi, ce que tu reconnais. » Le métro arriva, et cette fois, je la vis distinctement monter dans le wagon. Ses pieds ne touchaient pas vraiment le sol. Il flottait à quelques millimètres au-dessus du plancher métallique. Personne d'autre ne semblait la remarquer, même quand elle passa directement devant eux. Elle s'assit à nouveau en face de moi, mais plus près cette fois. L'air entre nous était maintenant glacial, et je pouvais voir mon souffle s'échapper en petits nuages blancs. Les autres voyageurs ne montraient aucun signe d'inconfort. Certains s'éventaient même avec des journaux, comme s'il faisait chaud. « Tu habites seul », dit-elle. Ce n'était toujours pas une question. J'acquiesçai malgré moi. 10e étage, appartement 42. Tu bois du café le matin en regardant la rue et tu te demandes parfois si quelqu'un remarquerait si tu ne rentrais pas ce soir. Mon sang se glaça. Comment pouvait-elle connaître ces détails? Comment? Je te suis depuis plus longtemps que tu ne le penses. Pas seulement dans le métro, dans tes rêves aussi. Dans les moments où tu crois être seul, mais où tu sens une présence, là, juste derrière ton épaule. Elle avait raison. Depuis des semaines, des mois peut-être, j'avais cette sensation persistante d'être observé, dans mon appartement, au travail, dans la rue. Cette impression que quelqu'un se tenait toujours dans mon angle mort, juste hors de ma vision périphérique. « Que veux-tu de moi ?» parvenais-je à articuler. « Te libérer », répondit-elle simplement.
te libérer de cette existence grise, de cette solitude qui te ronge. Tu n'as personne qui t'attende à la maison, personne qui s'inquiète si tu ne rentres pas. Tu es déjà à moitié mort. Tu ne t'en es simplement pas rendu compte. Le métro ralentit à l'approche de ma station. Les freins gémirent contre les rails, dans un cri strident qui me fit frissonner. Je me levai automatiquement, comme chaque soir, mais cette fois, ces mots résonnaient dans ma tête avec une vérité douloureuse. « Réfléchis à ma proposition, dit-elle alors que les portes s'ouvraient. Nous nous reverrons demain. » Sur le quai, je me retournai une dernière fois. Elle était toujours assise dans le wagon, mais maintenant, d'autres enfants l'entouraient. Des dizaines d'enfants au visage pâle et aux yeux vides, tous vêtus de blanc, tous me regardant avec la même expression affamée. Le train repartit, les emportant dans l'obscurité du tunnel, mais leurs regards restèrent gravés dans ma rétine, comme une image fantôme. Cette nuit-là non plus, je ne dormis pas. J'arpentais mon appartement, vérifiant les serrures, tirant les rideaux, allumant toutes les lumières. Mais rien ne parvenait à dissiper cette sensation que quelque chose avait changé, que j'avais franchi une ligne invisible dont il n'y avait pas de retour. Au petit matin, épuisé, je finis par m'endormir dans mon fauteuil. Je rêvais de tunnels sans fin, de wagons vides qui roulaient vers des destinations inconnues, et de cette voix d'enfant qui résonnait dans l'obscurité. Bientôt, très bientôt. Le troisième soir, je tentai de prendre un autre chemin. Je sortis du bureau plus tard que d'habitude, espérant que les derniers métros seraient déjà passés. Mais Paris ne dort jamais vraiment, et les transports en commun continuent leur ronde nocturne bien après minuit. À la station Belleville, j'essayais de prendre la ligne 11 au lieu de ma ligne habituelle. Mais dès que je montais dans le wagon, elle était là. Cette fois, elle portait une robe de communion, immaculée et brodée de petites perles qui scintillaient sous les néons. Un voile transparent couvrait ses cheveux noirs. « Tu as essayé de m'éviter, » dit-elle avec une moue faussement peinée. « C'est blessant, tu sais, après tout ce que nous avons partagé. » « Nous n'avons rien partagé, » protestai-je faiblement. « Détrompe-toi, chaque regard échangé, chaque frisson que tu as ressenti en ma présence, nous nous connaissons déjà intimement. Tu commences comme à comprendre, n'est-ce pas? Tu sens la vérité qui remonte à la surface. » Le wagon était bondé, malgré l'heure tardive. Ouvriers du bâtiment, personnel hospitalier, quelques noctambules, mais aucun d'eux ne réagissait à notre conversation. Certains nous regardaient droit dans les yeux, mais leurs expressions restaient vides, comme s'ils ne voyaient qu'un homme seul parlant dans le vide. « Ils ne peuvent pas nous entendre », confirma-t-elle en suivant mon regard. « Cette conversation n'existe que pour toi et moi. Nous sommes dans une bulle, hors du temps ordinaire. » Je regardais autour de moi. Effectivement, les autres voyageurs semblaient figés, leurs gestes suspendus, leurs paupières battantes au ralenti. Seule la petite fille bougeait normalement, parlait normalement. Comment est-ce possible? Parce que tu es déjà en train de nous rejoindre. Pas ton corps, pas encore, mais ton esprit, ton âme. Elle a commencé à se détacher de ton enveloppe charnelle dès le premier soir où tu m'as vu. Je portais instinctivement ma main à ma poitrine.
Effectivement, quelque chose avait changé. Ma respiration était plus laborieuse, comme si mes poumons devaient faire plus d'efforts pour aspirer l'air. Et cette froideur constante qui s'était installée en moi, cette impression que mon sang ne circulait plus correctement. Tu sens, n'est-ce pas, cette pesanteur, cette fatigue qui t'envahit de plus en plus. Ton corps comprend ce que ton esprit refuse encore d'accepter. Le métro s'arrêta à une station que je ne reconnus pas. L'affichage lumineux indiquait Limbe, un nom qui n'existait sur aucune carte du réseau parisien. Les portes s'ouvrirent sur un quai plongé dans une pénombre bleutée, où des silhouettes floues se mouvaient lentement. « Descends avec moi, dit-elle en se levant. Tu trouveras enfin ce que tu cherches depuis si longtemps. » Je ne cherche rien. Tu cherches un sens à ton existence, une raison de te lever chaque matin, de prendre ce métro, de retourner dans cet appartement vide. Tu cherches quelqu'un qui te voit vraiment, qui comprenne ta solitude. Elle tendit sa petite main vers moi. Je suis cette personne. Nous sommes cette famille que tu n'as jamais eue. Ces mots touchaient juste. Depuis des années, je vivais comme un fantôme dans ma propre vie. Travail, métro, appartement, sommeil. Une routine mécanique qui m'éloignait chaque jour, un peu plus de toute humanité véritable. Et si je refuse? Son sourire se durcit imperceptiblement. Tu peux toujours essayer, mais regarde-toi, regarde tes mains. Je baissai les yeux, mes mains s'étant devenues translucides. Je pouvais voir à travers ma peau les veines bleues, les os, et par-delà encore, les sièges du métro. Horrifié, je tentais de toucher la barre métallique près de moi, mais mes doigts passèrent au travers, comme à travers de la fumée. Le processus est déjà en cours. Tu deviens comme nous. La seule différence, c'est que tu peux encore choisir de l'accepter avec dignité ou de lutter inutilement en souffrant. Les portes du métro commencèrent à se refermer. C'était maintenant ou jamais. Je pouvais descendre sur ce quai mystérieux et accepter mon sort, ou rester dans le wagon et continuer à lutter contre l'inévitable. Au dernier moment, quelque chose en moi se rebella. Un instinct de survie ancestrale, peut-être. Je me jetais vers les portes qui se refermaient, passais à travers, littéralement, et me retrouvais sur le quai de la station Limbe. Mais au lieu de me sentir soulagé, je réalisais que j'avais fait exactement ce qu'elle voulait. Son rire cristallin résonna derrière moi, et quand je me retournai, le métro avait disparu. Il n'y avait plus de rails, plus de tunnels, seulement ce quai infini qui s'étendait dans l'obscurité des deux côtés. « Bienvenue chez toi », dit-elle en apparaissant à côté de moi. L'endroit où nous nous trouvions, défiant toute description rationnelle. Ce n'était plus tout à fait une station de métro, mais pas non plus autre chose de clairement identifiable. Les murs étaient faits d'une pierre qui semblait vivante, pulsant faiblement comme un cœur gigantesque. Le plafond se perdait dans une obscurité absolue, et le sol sous nos pieds était recouvert d'une fine couche d'eau qui reflétait des lumières inexistantes. D'autres enfants commencèrent à émerger de l'ombre. Ils marchaient vers nous en procession silencieuse, leurs pieds nus ne produisant aucun bruit sur la pierre humide. Certains portaient des vêtements de différentes époques. Robes victoriennes, costumes marins des années 1920, uniformes scolaires des années 50,
Tous avaient cette même pâleur de cire et ces yeux d'un bleu glacial. « Voici tes nouveaux frères et sœurs, » dit-elle en désignant la procession qui se rapprochait. « Nous étions tous comme toi, autrefois, perdus, seuls, oubliés du monde des vivants. Ici, nous avons trouvé une famille, un but. » Quel but? Aider les autres à nous rejoindre. Guider ceux qui, comme toi, errent sans attache dans le monde d'en haut. C'est un acte de compassion en réalité. Les enfants nous encerclèrent, leurs visages levés vers moi, avec une expression d'attente bienveillante. De près, je pouvais voir qu'ils n'étaient pas tout à fait solides. Leurs contours tremblaient légèrement, comme des mirages, et parfois, l'un d'eux devenait complètement transparent avant de retrouver sa consistance apparente. « Comment êtes-vous mort ?» demandai-je, bien que je redoute la réponse. « Mort. » Elle pencha la tête sur le côté. « Qui parle de mort ? Nous avons simplement choisi une existence différente, plus libre, plus vraie. » Un petit garçon aux cheveux blonds bouclés s'approcha de moi. Il portait un costume marin et ses yeux avaient la couleur de l'eau trouble. « J'avais 8 ans quand je suis tombé dans la Seine, » dit-il, d'une voix qui portait l'accent du Paris populaire du début du siècle. Mes parents travaillaient aux halles, ils vendaient du poisson. Un jour, en jouant sur les quais, j'ai glissé. L'eau était si froide, mais elle m'a trouvé et m'a sauvé. Sauvé de quoi? De l'oubli, de la disparition pure et simple. Ici, nous existons encore. Nous avons une raison d'être. Une fillette en robe à smock s'approcha à son tour. Moi, c'était la grippe espagnole, en 1918. J'ai brûlé de fièvre pendant des jours, avant qu'elle ne vienne me chercher. Mes parents pleuraient déjà mon cercueil, quand j'ai ouvert les yeux dans ce lieu. D'autres témoignages suivirent. Accidents de voiture, maladies, guerre. Tous ces enfants avaient péri dans des circonstances tragiques, mais la petite fille en blanc les avait sauvés de la mort définitive en leur offrant cette existence intermédiaire. « Et maintenant, qu'est-ce que vous faites ?» demandai-je. « Nous veillons sur Paris, » répondit-elle. « Nous observons, nous écoutons, et quand nous trouvons quelqu'un comme toi, quelqu'un qui a besoin de nous, nous l'aidons à nous rejoindre. En le tuant, en le libérant, corrigea-t-elle avec fermeté. Regarde ta vie d'en haut, vraiment, regarde-la. Qu'avais-tu à perdre? Qui pleurera ton absence? Ton patron trouvera un remplaçant en 1 semaine. Ton propriétaire relouera ton appartement en 1 mois. Et dans 1 an, personne ne se souviendra de ton nom. Ces mots étaient cruels, mais ils portaient une vérité que je ne pouvais nier. Ma vie sociale se résumait à quelques collègues avec qui j'échangeais des banalités. Ma famille se réduisait à des parents âgés que je voyais 1 fois par an, et mes loisirs consistaient principalement à regarder des séries télévisées seul dans mon salon. « Ici tu comptes, » continua-t-elle. « Tu as une place, un rôle. Tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. » Nous nous dirigeâmes vers le fond du quai, là où l'ombre était la plus épaisse. Au bout de cette promenade impossible, une ouverture béait dans le mur. Pas une porte, pas un tunnel, mais une déchirure dans la réalité elle-même. À travers cette brèche, je pouvais apercevoir les rues de Paris vues d'en haut.
comme si nous survolions la ville. C'est par là que nous remontons pour accomplir notre mission, expliqua-t-elle. Nous glissons dans le métro, dans les rues, dans les rêves des vivants. Nous cherchons ceux qui sont prêts. Et si quelqu'un n'est pas prêt, son sourire disparut momentanément. Il arrive que certains résistent plus longtemps que d'autres. Mais au final, la solitude fait toujours son œuvre. L'isolement use les liens qui rattachent l'âme au corps. Tôt ou tard, ils viennent à nous. Nous passâmes devant ce qui ressemblait à des dortoirs creusés dans les murs. Chaque alcôve contenait un petit lit recouvert de draps blancs, immaculés. C'était là que les enfants vivaient, dans une parodie de sommeil éternel. « Tu auras ta propre chambre », me dit-elle en me montrant une alcôve vide. « Nous avons préparé ton arrivée depuis longtemps. » Dans la niche, effectivement, un lit m'attendait. Sur l'oreiller était posée une chemise de nuit blanche, identique à celle que portaient les autres enfants. L'ensemble avait quelque chose de profondément dérangeant, comme une nurserie conçue par un esprit dérangé. « Je ne suis pas un enfant », protestai-je. « L'âge n'a pas d'importance ici. Nous sommes tous des enfants perdus, cherchant une famille. Tu deviendras comme nous, avec le temps. Ta forme s'adaptera à ton nouveau statut. » Effectivement, en me regardant dans le miroir, accroché au mur de l'alcôve, je constatais que mon visage avait déjà commencé à changer. Mes traits s'étaient adoucis, mes cheveux avaient foncé, et ma taille semblait avoir diminué. Mais le plus troublant étaient mes yeux. Ils prenaient peu à peu cette teinte bleu glaciale que j'avais remarquée chez tous les autres. « La transformation est presque terminée », observa-t-elle avec satisfaction. « Encore quelques heures, et tu seras complètement des nôtres. » « Et si je veux partir ?» Son rire résonna étrangement dans l'espace confiné de l'alcôve. « Partir pour aller où ? Ton corps physique est resté dans le métro, tu t'en souviens. En ce moment même, les secours tentent probablement de le ranimer. Mais ton âme est ici, avec nous. Le processus est irréversible. » Je tentais de me concentrer sur mes souvenirs du monde d'en haut. Mon appartement, mon travail, mes routines quotidiennes. Mais ces images me semblaient de plus en plus floues, comme des rêves dont on perd le fil au réveil. Seule la réalité de cet endroit étrange paraissait désormais solide et tangible. Tu vois, tu oublies déjà, c'est normal. Ton ancien moi s'efface pour faire place à ta nouvelle identité. Demain, tu ne te souviendras même plus de ton nom d'avant. Pris d'une panique soudaine, je me précipitais vers le fond du dortoir, cherchant une sortie, un moyen de retourner dans le monde réel. Mais les couloirs s'étendaient à l'infini, se ramifiant en un labyrinthe impossible. Chaque embranchement que je prenais me ramenait invariablement au même point de départ. « Il n'y a pas d'issue, » dit-elle en apparaissant devant moi. « Enfin, pas dans le sens où tu l'entends. La seule issue, c'est l'acceptation. » Épuisé par ma course inutile, je m'effondrais contre un mur. La pierre était tiède sous ma paume, et je pouvais sentir ce pouls régulier qui la traversait, comme si tout l'endroit était vivant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, vraiment? C'est difficile à expliquer avec des mots humains. Disons que c'est un espace entre les espaces, une poche dans le tissu de la réalité, où les âmes perdues peuvent trouver refuge.
Nous l'avons découvert il y a très longtemps et nous l'avons façonné selon nos besoins. Nous, les premiers d'entre nous, ceux qui sont arrivés quand Paris n'était encore qu'un village sur une île de la Seine. Nous avons grandi avec la ville. Nous nous sommes adaptés à ses transformations. Quand le métro a été construit, nous avons investi ses tunnels. C'est le système circulatoire de la ville, le moyen le plus efficace de se déplacer parmi les vivants. Elle me tendit la main pour m'aider à me relever. Sa peau était froide, mais étonnamment réconfortante, comme un baume sur une brûlure. « Viens, je veux te montrer quelque chose. » Nous retournâmes vers l'ouverture qui donnait sur Paris. Mais cette fois, au lieu de survoler la ville, nous nous glissâmes dans les tunnels du métro véritable. Je pus voir mon propre corps effondré sur un siège de la ligne 3, entouré de secouristes qui tentaient désespérément de le ranimer. « Crise cardiaque », murmura l'un d'eux. « Pas de pouls depuis 10 minutes. »« Cause inconnue », ajouta son collègue. « Il est jeune, pas d'antécédents médicaux particuliers. C'est étrange. » Je regardais cette enveloppe charnelle, qui avait été la mienne, avec un détachement croissant. Cette chose, étendue sur le siège, me paraissait déjà étrangère, comme si elle avait appartenu à quelqu'un d'autre. Tu vois, ton ancien moi n'existe plus. Il n'y a plus de retour possible. Mais pourquoi moi? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait de mal. Au contraire, tu étais parfait pour nous, isolé, sans attache forte, déjà à demi-fantôme dans ta propre vie. Nous t'avons observé pendant des mois avant de t'approcher. Tu correspondais exactement à nos critères. Nous remontâmes à la surface et flottâmes au-dessus des rues nocturnes de Paris. La ville s'étendait sous nous, brillante et vivante, mais je ne ressentais plus aucun lien avec elle. C'était comme regarder un spectacle à travers une vitre, beau, mais inaccessible. « Regarde bien, dit-elle, car bientôt, ce sera ton terrain de chasse. » Mon terrain de chasse. Nous avons tous notre secteur à surveiller. Tu auras la responsabilité des lignes 3 et 11, là où nous t'avons trouvé. Tu apprendras à repérer les candidats potentiels, à tisser le lien initial, à les préparer progressivement. Combien êtes-vous à faire ça? Des centaines, peut-être des milliers maintenant. Chaque grande ville a sa communauté. Paris, Londres, New York. Partout où la solitude urbaine produit des âmes perdues. Nous sommes là pour les accueillir. Nous redescendîmes dans les entrailles de la ville. Cette fois, elle me montra d'autres secteurs de leur domaine souterrain. Des ateliers où les enfants confectionnaient leurs vêtements blancs. Des bibliothèques remplies de journaux et de livres de toutes les époques. Des jardins impossibles où poussaient des fleurs phosphorescentes. Nous ne sommes pas malheureux ici, insista-t-elle. Nous avons nos occupations, nos joies, nos découvertes. Et surtout, nous ne sommes jamais seuls. Dans une grande salle circulaire, je vis des dizaines d'enfants assis en cercle, écoutant un autre enfant leur raconter une histoire. Leur visage s'illuminait d'un bonheur authentique, et pour la première fois depuis notre rencontre, je commençais à comprendre l'attrait de cet endroit. « C'est ce que tu n'as jamais eu là-haut, dit-elle en suivant mon regard.
une vraie communauté. Des gens qui te connaissent vraiment, qui tiennent à toi, qui remarqueraient immédiatement ton absence. C'était vrai. Dans ma vie d'avant, je pouvais disparaître pendant des semaines sans que personne ne s'en aperçoive, vraiment. Ici, chaque visage que je croisais me souriait. Chaque enfant semblait heureux de faire ma connaissance. « Tu commences à comprendre », observa-t-elle avec satisfaction. Nous passâmes dans une autre salle où des enfants plus âgés enseignaient aux nouveaux arrivants. Ils apprenaient à contrôler leur forme spectrale, à se déplacer dans le monde d'en haut, à influencer subtilement les émotions des vivants. « C'est un art délicat », expliqua-t-elle. « Il ne s'agit pas de terrifier ou de blesser. Nous sommes des guides, pas des démons. Notre but est d'aider ceux qui souffrent de solitude à trouver une solution à leur mal-être. En les tuant, en leur offrant une alternative. Penses-tu vraiment que ta vie d'avant était préférable à ceci ? » Honnêtement, je ne pouvais plus répondre par l'affirmative. Cette communauté d'âmes perdues avait quelque chose de séduisant, de réconfortant. Pour la première fois depuis des années, j'avais le sentiment d'appartenir quelque part. Nous arrivâmes finalement dans une vaste chambre, au centre de laquelle se dressait un trône, fait de la même pierre vivante que les murs. Une silhouette y était assise, ni enfant, ni adulte, d'un âge indéterminable, vêtue d'une robe blanche, plus ornée que les autres. « Voici notre guide, » dit-elle avec révérence, « celle qui a créé cet endroit, qui nous a tous sauvés. » La silhouette sur le trône leva la tête. Son visage était d'une beauté surnaturelle, mais ses yeux contenaient une tristesse et une sagesse infinie. Quand elle parla, sa voix résonna comme un écho venu du fond des âges. « Approche-toi, enfant perdu. » J'obéis, mes pieds bougeant d'eux-mêmes. À mesure que je m'approchais, je réalisais que cette créature n'était pas humaine. Pas entièrement. Il y avait quelque chose de plus ancien en elle, de plus fondamental. « Tu doutes encore », dit-elle avec douceur. « C'est naturel. Le passage d'un monde à l'autre est toujours difficile. Mais regarde autour de toi. Vois le bonheur de ceux qui ont accepté. » Effectivement, tous les enfants présents dans la salle rayonnaient d'une sérénité que je n'avais jamais vue chez les vivants. Leurs sourires étaient authentiques, leurs regards emplis de paix. Ils ont trouvé ce que tous les humains recherchent, un but, une famille, l'immortalité. Pas l'immortalité de la chair, bien sûr, mais celle de l'âme. Et le prix? Il n'y a pas de prix, seulement un échange. Tu renonces à une existence qui ne t'apportait que souffrance, et tu gagnes une éternité de sens et de communauté. Elle descendit de son trône et s'approcha de moi. Sa main toucha mon front, et soudain des images déferlèrent dans mon esprit. Des milliers d'âmes perdues, comme moi, sauvées de la désespérance, accueillies dans cette famille éternelle. Des siècles d'entraide et de compréhension mutuelle. Tu vois, nous ne sommes pas des monstres, nous sommes des gardiens. Nous protégeons ceux que le monde d'en haut a oubliés. La vision s'estompa, me laissant étourdi mais étrangement apaisé. Mes dernières résistances s'effritaient une à une. Quel sens avait ma vie d'avant comparée à cela? « Es-tu prêt à prononcer les mots ?» demanda la guide. « Quels mots ?»
ceux qui scellent ton appartenance à notre famille, qui transforment définitivement ton essence. La petite fille qui m'avait mené jusque-là me prit la main. Dis simplement, je renonce à mon ancien nom, à mon ancienne vie. Je choisis l'éternité avec mes frères et sœurs perdus. Les mots me vinrent naturellement aux lèvres, comme si je les connaissais depuis toujours. Au moment où je les prononçais, une vague de transformation me traversa. Mon corps devint définitivement spectral. Mes vêtements se changèrent en une robe blanche, identique à celle des autres. Et mes derniers souvenirs de ma vie d'avant s'estompèrent comme des rêves au réveil. « Bienvenue dans ta vraie famille », dit la guide en souriant. Les autres enfants m'entourèrent, m'embrassèrent, me firent une place dans leur cercle. Pour la première fois depuis quand déjà? Je ne me souvenais plus vraiment de mon passé, mais peu importait. Seul comptait le présent et cette chaleur humaine que je n'avais jamais connue. « Comment m'appelles-tu maintenant ?» demandai-je à la petite fille qui était devenue ma sœur. « Nous n'avons plus besoin de noms d'en haut. Ici, nous nous reconnaissons par nos âmes, mais si tu veux, tu peux choisir un nouveau nom, celui qui correspondra à ta nouvelle existence. » Je réfléchis un moment. « Orphelin, dis-je finalement. C'est ce que j'étais, et c'est ce que je serai toujours. Mais maintenant, nous sommes orphelins ensemble. » Elle approuva d'un sourire radieux. « Orphelin, c'est parfait. » Les jours qui suivirent, bien que la notion de temps ait peu de sens dans notre domaine, furent les plus heureux de mon existence. J'appris à maîtriser ma nouvelle forme, à me déplacer dans les tunnels du métro, à observer les voyageurs solitaires. Ma première mission consistait simplement à observer, repérer les signes de détresse, de solitude profonde, d'isolement social. C'était plus facile que je ne l'avais imaginé. Paris regorgeait d'âmes perdues, de gens qui traversaient leur journée comme des somnambules, sans véritable contact humain. « Ne te précipite pas », me conseilla ma sœur. « Il faut du temps pour établir le lien, parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Chaque cas est unique. » Mon premier candidat fut une femme d'une quarantaine d'années qui prenait le même métro que moi, chaque soir, vers 22 heures. Elle travaillait manifestement tard, rentrait seule dans un studio du 19e arrondissement et avait cette même expression vide que j'avais dû avoir autrefois. Je commençai par me montrer discrètement. Un enfant assis quelques sièges plus loin, qui la regardait avec curiosité. Au début, elle ne me remarqua même pas. Puis, progressivement, nos regards se croisèrent. Elle sourit, ce sourire automatique qu'on adresse aux enfants dans les transports. Mais au fil des soirs, ce sourire devint plus pensif. Elle commençait à se demander pourquoi ce même enfant était toujours là, aux mêmes heures qu'elle. Pourquoi il semblait l'attendre, lui sourire particulièrement. « Bonsoir », lui dis-je finalement un jeudi soir, d'une voix douce et innocente. « Bonsoir », répondit-elle, surprise qu'un enfant lui adresse spontanément la parole. « Tu as l'air triste, continuai-je. Est-ce que ça va ?» Son visage se décomposa légèrement. Personne, sans doute, ne lui avait posé cette question depuis des mois. « Ça va », mentit-elle. « Et toi, tu ne devrais pas être couché à cette heure. »
Je n'arrive pas à dormir quand je suis seul. Et toi? Elle me regarda plus attentivement, et je vis dans ses yeux cette reconnaissance instinctive, cette compréhension de la solitude par la solitude. Moi non plus, avoua-t-elle dans un murmure. Le lien était établi. À partir de ce moment, nos conversations nocturnes dans le métro devinrent son seul contact humain véritable de la journée. Elle commença à attendre ces moments, à se dépêcher de finir son travail pour ne pas rater notre rencontre. Au bout de 3 semaines, elle me demanda mon nom. « Orphelin », répondis-je. « C'est un nom étrange pour un enfant. Pas plus étrange qu'une adulte qui n'a personne qui l'attend chez elle. » Ses yeux se remplirent de larmes. Cette vérité crue, énoncée avec la franchise cruelle des enfants, la toucha en plein cœur. « Comment tu sais ça? » « Parce que je suis comme toi. Nous sommes pareils, toi et moi. Nous cherchons quelqu'un qui nous comprenne vraiment. » Le processus était en marche. Chaque soir, elle devenait un peu plus transparente, un peu plus détachée du monde des vivants. Ses collègues remarquaient qu'elle parlait moins, souriait moins, semblait ailleurs. « J'aimerais te présenter ma famille, » lui dis-je finalement. « Des gens comme nous, des gens qui comprennent. » « Ta famille ? » Oui, nous nous sommes trouvés, nous nous sommes choisis. Nous ne sommes plus jamais seuls. Le soir où elle accepta de me suivre, je ressentis cette satisfaction profonde que j'avais vue dans les yeux de ma sœur quand elle m'avait mené jusqu'ici. Le bonheur de sauver quelqu'un, de lui offrir ce que le monde d'en haut lui refusait. Elle descendit avec moi, à la station Lambeth, les yeux écarquillés de surprise et d'émerveillement. Comme moi avant elle, elle découvrait ce lieu impossible, cette communauté d'âmes perdues qui avaient trouvé leur famille. « Bienvenue chez toi », lui dis-je en répétant les mots que j'avais entendus à mon arrivée. Aujourd'hui, des mois ou des années plus tard, le temps n'a plus d'importance. Elle fait partie de notre cercle. Elle a choisi le nom de solitude et elle aide d'autres âmes perdues à nous rejoindre. Nous sommes devenus légion. Chaque nuit, nous remontons dans le monde d'en haut. Nous glissons dans les métros, les gares, les lieux publics. Nous cherchons ceux qui nous ressemblent, ceux que la solitude dévore de l'intérieur. Et quand nous les trouvons, nous leur offrons ce que nous avons trouvé, une famille éternelle, un sens à l'existence, la fin de la solitude. Cette petite fille me suit encore dans le métro chaque soir, mais maintenant, c'est moi qui la suis. Nous chassons ensemble, nous sauvons ensemble, et bientôt, très bientôt, nous ne serons plus les seuls. Car Paris regorge d'âmes perdues qui attendent qu'on les trouve. Et nous sommes là pour elles, invisibles aux yeux du monde, mais bien réelles pour ceux qui ont besoin de nous. Cette nuit-là, au moment de redescendre vers notre domaine, quelque chose accrocha mon regard. Dans l'eau mince qui vernissait le sol du quai impossible, une lueur vibra comme un éclat de miroir. Je me penchai. À la surface tremblante flottait un visage, le mien, puis un autre, puis d'innombrables, qui se superposaient comme des plaques photographiques. Une voix, douce et obstinée, chuchota derrière mon oreille un nom que je ne reconnaissais pas,
et qui pourtant me transperça. C'était le nom que j'avais oublié. Je vacillais. La petite fille posa sa main sur ma nuque. Sa peau était aussi froide que la porcelaine d'une statue trempée de pluie. « Tu as encore un fil », dit-elle, sans élever la voix. « Cela arrive parfois. Il suffit de le couper. » Je sentis le fil, ténu comme un cheveu, tendu entre mon cœur et quelque part là-haut. Je suivis son tracé dans mon esprit. Il remontait par les tunnels, franchissait les grilles, montait un escalier, entrait dans un appartement, le mien. Au milieu du carrelage de la salle de bain, un miroir m'attendait, vide de toute image. Sous le miroir, sur la tablette, une tasse de café encore humide. Une buée légère marquait la place d'une respiration qui n'était plus la mienne. Je crus entendre un bruit très faible, 3 coups réguliers contre le verre, puis un souffle qui écrivait à l'envers, côté monde des vivants, un prénom, le même que la voix avait soufflé à mon oreille, le mien. Je sentis la brûlure d'une larme. Elle n'eut pas le temps de tomber. La petite fille, avec douceur, pinça le fil entre le pouce et l'index et l'arracha comme on retire une écharde. Tout devint net, soudain. La douleur s'absenta de mon corps, comme une lumière qu'on éteint. Il ne resta que le froid tranquille de l'eau, le battement régulier des murs, la rumeur lointaine du métro qui ne s'arrête jamais. « C'est fini », dit-elle. « Tu es entier maintenant. » Alors nous sommes remontés. Paris bruissait au-dessus de nous, indifférente et splendide. Sur le quai d'une station réelle, un homme attendait, seul entre 2 affiches fripées. Sa veste usée sentait la pluie, ses doigts tremblaient sur un ticket déchiré. Il avait ce regard que nous reconnaissons au premier instant, ce regard de fenêtre inoccupée dans une façade noire. Je me plaçai en face de lui, exactement en face, et je n'eus pas besoin de parler. L'air entre nous se fit plus dense. Il leva les yeux. Son monde commença à ralentir. La bulle se forma, invisible pour les autres. « Bonsoir », dit la petite fille à mon côté. « Nous t'avons vu. » Il cligna des yeux, hésita, força un sourire qui ne sut pas naître. Ses épaules s'affaissèrent d'1 millimètre. Le lien commençait déjà à se tendre. Nous l'accompagnâmes de station en station. Ses gestes s'emplirent de cette fatigue que je connaissais trop bien. Au moment où les portes se refermèrent, il chercha son reflet dans la vitre et n'y trouva que la nuit du tunnel. Quand il releva la tête, nos regards étaient là pour le recueillir. Plus tard, bien plus tard, je revins seul dans mon ancien appartement. Les pièces avaient de l'odeur de la poussière fraîche et du linge oublié. Le miroir de la salle de bain me rendit un vide parfait. Au centre de ce vide, pourtant, j'aperçus une buée qui avançait depuis l'autre côté, comme une marée lente. Des lettres se dessinèrent, hésitantes. Elles formèrent mon vieux prénom, puis s'effacèrent. Je posai la main sur le verre. La glace frissonna sous mes doigts sans chaleur. « À demain », murmurai-je. La surface vibra comme une eau battue par un souterrain. Puis tout redevint calme. Je sortis. Depuis, chaque soir, la petite fille et moi retrouvons les mêmes marches carrelées, les mêmes néons fatigués, la même odeur de béton mouillé et d'humanité pressée. Elle marche un pas devant, ses nattes de jais lui battant les épaules. Je lui emboîte le pas.
Parfois elle me demande si je me souviens, parfois non. Cela n'a plus d'importance. Dans le grondement régulier des rames, j'entends désormais autre chose. Une strate de son qui coule sous la ville comme la nappe d'une rivière enfouie. C'est le cœur de nos frères et sœurs sans nom. Il nous guide vers les sièges vides, les fenêtres sans rideaux, les cœurs qui ont cessé de frapper à la porte du monde. Quand je m'assois en face de quelqu'un, je sens la froideur que mes mains portent depuis la première nuit. Elle n'est plus une gêne, c'est une clé. Elle ouvre doucement les serrures de la solitude. Elle efface les reflets, puis offre un regard en échange. Il n'y a pas de cri, pas de fracas, seulement un glissement, comme un pas sur du carrelage humide. Un soir, la petite fille me confie son nom pour la seconde fois. Il coule dans mon oreille comme une eau très claire. Je le connais déjà et je l'oublie aussitôt. Ici, les noms sont des passerelles. On ne les garde pas, on les traverse. Alors tout recommence. Cette petite fille me suit dans le métro chaque soir. Personne ne la voit. Elle me chuchote des noms et mes mains gardent la froideur de sa peau. Le matin, dans le miroir de la salle de bain, il n'y a plus de reflet. Il n'y aura plus jamais de reflet. Et c'est très bien ainsi. Car à Paris, la nuit, les vitres n'ont pas besoin d'images. Elles ont besoin d'oreilles.